Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not dans lequel je te présente cette fois-ci un jeu qui ne vient pas de Gen Con, ça commence à faire longtemps. Quoi que j'ai fait Andromeda il n'y a pas longtemps, mais bref, Path of Civilization, un jeu de Fabien Gridel, j'assume que c'est un français. C'est un jeu de Captain Games avec un visuel duquel nous reparlerons à la fin. C'est donc un jeu de civilisation qui se joue jusqu'à 5 joueurs. Je n'y ai pas essayé encore 5 joueurs, mais ça va jusqu'à 5. C'est un jeu de gestion de cartes. C'est une espèce de... Même pas tout à fait un plateau building, pas tout à fait du deck building non plus. Tu as 4 cartes, tu as 5 cartes, tu en joues 4 par tour. Ça va te produire différentes ressources, dépendamment comment tu places tes cartes. Tu vas produire soit des cubes, soit tu vas monter sur 5 pistes différentes. Et dans différentes phases de jeu, tu vas te servir des cubes pour acheter des nouvelles cartes, progresser sur une piste de philosophie. Ensuite, tu vas te servir de tes 5 pistes pour acheter une nouvelle carte que tu vas acheter, tu vas ajouter à tes 5 cartes à ta main de 5 cartes. Tu vas détruire une carte par tour, puis tu en achètes une par tour, fait que tu as toujours 5 cartes à jouer. Puis tu essaies de progresser à travers tout ça en remplissant différents objectifs de fin de tour de jeu. Une partie, c'est 9 tours de jeu. Donc voilà, c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup. Je suis toujours très grand fan des jeux de civilisation. C'est un type que j'aime bien. J'aime beaucoup les jeux de cartes aussi, fait que c'est un jeu que j'anticipais beaucoup. J'espérais l'aimer beaucoup. Fait que maintenant, allons voir si je l'ai aimé. Je vais d'abord et avant tout, comme d'habitude, te montrer comment on l'installe et comment on y joue. Idéalement, bien. Donc, pour faire la mise en place, tu vas avoir à organiser ton plateau de jeu, ou plutôt ta zone de jeu autour de ces 5 plateaux-là. Tu as 5 plateaux qui sont faits comme ceci, avec 4 séries de cartes dans chaque plateau. Les plateaux représentent les 5 aspects de la société que tu vas développer, là, fait que militaire, technologie, philosophie, etc., commercial, social, etc. Dans une série, c'est toute la même carte qu'il y a, c'est tous des exemplaires de la même carte qu'il va y avoir dans chacun des espaces, fait qu'il y a un total de 20 cartes différentes. Tu vas te placer ça quelque part où c'est accessible à tous les joueurs. Et je te suggère de les placer dans cet ordre-là de couleurs qui correspond à l'ordre que tu vas avoir sur ton plateau personnel duquel on va faire la mise en place dans quelques instants. Ensuite, tu vas aller placer ton plateau de philosophie, qui est ce plateau juste là, ici, juste à côté du plateau de philosophie. Tu vas placer la tuile philosophie dans laquelle il va y avoir des meeples qui vont s'installer. Prépare-toi également un endroit où tu vas avoir à dévoiler des cartes monuments, puis un endroit où tu vas dévoiler des cartes leaders. Peu importe tu places ça où, à côté de ces deux endroits-là, tu vas te placer la tuile pour les meeples monuments, la tuile pour les meeples leaders, dans le cas qui nous occupe pour l'instant, dans le cas qui nous intéresse. Je vais placer les cartes, je vais me faire une zone juste ici. Sur le plateau philosophe, chacun des joueurs va prendre un de ces meeples, chaque joueur en a 3, et il va aller les placer sur la première zone du plateau de philosophie. On va également brasser les différentes tuiles philosophie comme ça ici, et une fois qu'ils vont être brassés, on va aller remplir les 10 cases en les plaçant au hasard sans regarder qu'est-ce qu'il y a. Et on va avoir une autre zone du plateau de jeu de ta table que tu vas t'organiser pour placer ta piste militaire, qui est cette piste-là juste ici. On va avoir un meeple neutre qui va commencer à un endroit de la piste qu'on va déterminer un petit peu plus tard dans la mise en place. Pour l'instant, je le mets sur le 0. Et sur le 0, on va également avoir un meeple, encore une fois, qui appartient à chacun des joueurs. Proche de ta piste militaire, moi je te suggère de placer ces 2 tuiles-là. Tu vas avoir une tuile pour je pense qu'ils les appellent les sages, une tuile pour tes meeples soldats qui vont venir. Et au-dessus de cette zone-là, une des dernières choses que tu vas placer, c'est l'espèce de piste de tour de jeu. Fait que tu vois que j'ai différents disques de bois comme ça, des espèces de jetons de bois qui sont numérotés. Fait que je vais les placer de 1 jusqu'à 9. En précisant que les derniers, c'est 9A, 9B. Tu vois que ça alterne dans les couleurs. Fait que j'ai 2 gris, puis ensuite j'ai un jaune, un rouge jusqu'à la fin de la partie. Et ce que tu vas faire dans sa mise en place-là, c'est que dans les deux premières tuiles, tu vas aller placer des cartes que tu vas prendre dans cette série de cartes-là.
Les premières cartes que tu vas placer, la première carte que tu vas placer, tu vas regarder de ce côté-ci, puis tu vas choisir en fonction de ton nombre de joueurs. Moi, par exemple, je vais prendre cette carte-là, j'installe une partie à 2 joueurs. Une fois que c'est fait, je vais prendre dans les 3 autres cartes n'importe laquelle des 3, mais en la mettant de l'autre côté, ce qui va me faire un rappel de ce qui se passe dans un tour de jeu. Et je vais aller planter ces 2 cartes-là sur les 2 premières cases. Elles ne servent que de référence une fois que c'est fait. Je vais te monter ça un peu pour que tu vois. Tu vas voir le bas de la bibliothèque de jeu en même temps. Ensuite, tu vas aller avoir à placer des cartes qui vont servir en quelque sorte d'objectif pour la partie. Tu vas avoir 2 decks de cartes, les cartes militaires sur lesquelles tu vas avoir les chiffres 4, 6, 8 et 9B, comme ça ici. Et tu vas avoir les cartes civiles sur lesquels tu vas avoir les chiffres 3, 5, 7 et 9A. Dans ces paquets de cartes-là, ce que tu fais, c'est que pour chaque série de chiffres, fait que pour les 3, je vais piger une carte au hasard, je vais la révéler, je vais la mettre sur le socle 3. Ensuite, je continue en faisant la même chose avec une carte 5 que je prends au hasard, que je place sur le 5. Et je continue comme ça jusqu'à temps que j'ai rempli tous les espaces. Quand tous les espaces sont remplis, ça va ressembler à ceci. Fait que j'ai fait exactement la même chose avec les cartes rouges. Puis j'ai une carte 4 que j'ai placée sur le socle 4, qui est une carte 6 sur le socle 6, 8 sur le socle 8 et 9B sur le socle 9B, qui est le dernier socle à droite. Les autres cartes, t'en as pas besoin pour le reste de la partie. Fait que le reste du deck du carte rouge et le reste de deck de carte jaune, tu peux mettre ça de côté. Tu vas avoir un petit feu comme ça ici, un magnifique petit standy de carton que tu vas aller placer vis-à-vis le chiffre 1. Ça, c'est ton marqueur de tour de jeu en tant que tel. Et petit détail à ne pas oublier, le soldat neutre, donc celui qui va nous nuire quand on va vouloir participer à des guerres, va également commencer une certaine valeur. Il va commencer à la valeur qui est indiquée sur la première carte rouge dans le centre en haut. On voit ici un petit militaire à 2. Lui, il va donc commencer à 2. Tout ce qu'il va rester à faire, c'est devant chacun de ces socles-là, tu vas aller faire des piles de cartes. Et tu vas aller faire des piles de cartes en regardant ce que tu as placé dans ta carte de référence. On voit par exemple que vis-à-vis le tour 1, je vais aller placer 2 cartes monument de niveau 1. Vis-à-vis le tour 2, une carte de monument niveau 1, 2 cartes leader niveau 1. Vis-à-vis le tour 3, une carte leader niveau 1. Ainsi de suite. Ces cartes-là font référence à ceci. Fait qu'ici, par exemple, je n'ai besoin de 2 vis-à-vis le tour 1. Fait que je vais aller placer 2 cartes monument vis-à-vis le tour 1. J'ai besoin d'une carte monument vis-à-vis le tour 2. Je vais aller placer une carte monument vis-à-vis le tour 2. Le tour 1 était juste ici. Et tu fais ça comme ça tout au bout de la pile. Fait que je vais avoir des cartes de niveau 1, des cartes de niveau 2 et des cartes de niveau 3. Ça correspond à différents monuments que je vais pouvoir construire pendant la partie. Évidemment, en début de partie, je ne les regarde pas. Je fais juste les piger au hasard puis aller les placer au bon endroit. Et je fais exactement la même chose avec le paquet de cartes leader. Fait que j'ai des cartes leader niveau 1, des cartes leader niveau 2 et des cartes leader niveau 3. Je me sers donc de ma carte référence que j'ai placée sur mon socle numéro 1 pour voir le nombre de cartes que je dois placer vis-à-vis quel tour de jeu et le niveau de chaque carte que je dois placer. Je remarque que je ne place jamais rien sur le dernier tour de jeu. Quand j'ai fini de faire toutes mes piles de cartes leader et monuments, le reste des cartes peuvent retourner dans la boîte. Je ne m'en servirai pas pour la partie. Il va me rester à placer des jetons de points de victoire accessibles à tous les joueurs. J'ai des 1, des 5, des 10. Et la mise en place générale va être faite. Il va me rester à faire ma mise en place individuelle. Au niveau du placement individuel, chaque joueur va commencer par se choisir une civilisation. Fait qu'on a 5 choix. Chaque civilisation vient également avec une couleur de matériel. Dans mon cas, par exemple, je vais faire une mise en place avec ce que je pense être les Romains, si je me fie au Colisée, qui semble être là. Une fois que tu as choisi ta civilisation, tu vas pouvoir placer ton plateau. À côté de ton plateau, tu vas placer ta piste de développement de cartes. Là, on va l'appeler comme ça. Fait que c'est une piste de ressources, grosso modo. Et tu vas aller placer un petit jeton comme ça dans le bas de chacune des pistes. Fait que tu vas avoir 5 cylindres à placer. Tu vas avoir un meeple que tu vas te garder à toi proche de ta zone de jeu, que tu vas te garder disponible. Et tu vas avoir une armée de cubes. Fait que ça, tu vas te garder ça également proche de ta zone de jeu. Il y a un de tes cubes qui va commencer juste ici. Avec ton peuple, tu vas également avoir une série de cartes. Là, fait que ces 5 petites cartes-là, c'est les mêmes pour tous les joueurs, pour toutes les factions. Fait que tu as le feu, la chasse, les outils, les rites et le gouvernement de type tribu. Fait que tout pour bien partir, une civilisation. Finalement, tu vas avoir un bonus de début de civilisation
qui est indiqué juste ici en haut à gauche. Dans mon cas, j'ai une explosion. L'explosion, on la retrouve sur la piste militaire qui est juste ici. Ça indique donc que moi, le meeple que j'avais déjà placé précédemment dans la mise en place générale, je vais avancer de 1. Mon adversaire va avoir un autre bonus, par exemple, peut-être qu'il va avoir des cubes qui vont déjà commencer dans certaines zones. Ainsi de suite, on va revenir sur la signification des symboles. Tout devrait être clair, mais dans mon cas, à moi, ma mise en place est terminée. Donc, avant de rentrer dans le détail des règles, un petit survol comme d'habitude. Path of Civilization, on va être un jeu où on va développer notre civilisation sous forme de cartes qu'on va se ramasser, de pistes qu'on va monter, de ressources qu'on va transformer pour pouvoir acheter leaders et monuments. Et le jeu va se jouer exactement sur 9 tours de jeu. Fait qu'à chaque tour de jeu, on va avancer ce marqueur-là. Ça va débloquer des nouvelles cartes qui vont rentrer disponibles. Quand on va arriver aux cartes jaunes et rouges, on va avoir des objectifs qu'on va tenter d'atteindre pour marquer des points. À travers tout ça, on va s'acheter un paquet de cartes parmi le marché de cartes qui a été placé au début de la partie. Et à la fin de la partie, on va faire un décompte de points de victoire. Fait qu'à tout simplement la fin du 9e tour de jeu, fait que quand on arrive au bout de la dernière carte, on fait un décompte de points de victoire. Là, peut-être la seule précision que je pourrais faire à ce moment-ci, c'est qu'on voit que le type d'objectif que je vais avoir va changer selon si je suis un tour pair ou impair. Au tour pair, on va avoir les objectifs qui sont de type militaire. Au tour impair, on va avoir les objectifs civils qui vont marquer des points de façon différente. Et au dernier tour de jeu, on va avoir un objectif de chaque type. Donc, on va pouvoir marquer des deux façons et on fait un décompte de points de victoire et le plus de points l'emporte. Pour les phases de jeu, on a un aide de jeu fort sympathique ici, fait qu'on fait tout simplement suivre les différentes phases dans l'ordre, fait qu'on va avoir une phase où il y a des nouvelles cartes qui rentrent en jeu, on va décider de placer nos cartes, on a une première phase de gain de ressources, une phase d'achat, deuxième phase de gain de ressources, on va avoir ensuite une phase d'achat de cartes et finalement on va avoir la phase où on regarde l'objectif du tour en cours et on recommence ça 9 fois. Donc allons-y les choses une par une. En commençant par ce que j'appellerai la première sous-phase, comme tu le vois, elle n'est pas associée à une lettre. Dans cette phase-là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les tours, dans le tour en cours, dans ce cas-ci, on est au tour 1, on va prendre les cartes qui sont associées à ce tour-là et on va commencer à se créer une rivière de cartes. On a deux types de cartes qu'on peut se créer. Je t'avais dit dans la mise en place de calculer de l'endroit pour ces deux types de cartes-là. Donc moi, à côté de la tuile monument qui est juste ici, je vais aller placer les cartes qui sont associées monument. Ces cartes vont avoir un coût, un type qui est désigné par la couleur de la carte et un effet qui est dans le bas de la carte au moment où je l'achète. Quand c'est un éclair comme c'est le cas ici, c'est un effet instantané. Donc au début de chaque tour de jeu, on prend les cartes qui sont là. Fait qu'au début du tour 2, quand je vais arriver au prochain tour, on va révéler deux cartes leader et on va ajouter une carte monument. On ne défausse pas les cartes qui sont là précédemment. Fait que dans ce cas-ci, au début du tour 2, ça ressemblerait à ceci si personne a acheté de cartes. Et les cartes qu'on va placer proches de la tuile leader seront les leaders. Les cartes qu'on va placer proches de la tuile monument seront les monuments, évidemment. La deuxième phase de jeu se fait de façon simultanée entre tous les joueurs. Les joueurs vont prendre leurs 5 cartes. Donc, chaque joueur va avoir 5 cartes en début de partie et vont les assigner aux 4 cases qui sont juste ici. Disons, dans mon cas, pour faire un exemple rapide, je décide de placer tribu comme ça. Je vais placer le feu juste ici, les outils juste ici et la chasse juste là. Une fois que ma mise en place est faite, la 5e carte est détruite. Fait qu'on peut la libérer, on peut la mettre en dessous de son plateau sur la gauche. On va juste s'arranger pour que la partie gauche de la carte paraisse. Dans ce cas-ci, on voit qu'il y a un nombre de points de victoire qui est associé carte de départ, donc c'est 0. Mais on garde ça sur le côté, fait qu'on va vraiment détruire une carte à tous les tours de jeu. On en joue 4, on en détruit une. Dans la phase suivante, on va avoir une première phase de ressources où on va créer des citoyens pour notre empire. Fait que tout ce qui est icône carré désigne que je vais prendre un cube de cette couleur-là et aller le placer sur le plateau de la couleur correspondante. On voit que dans mes cartes de départ, là, la façon que j'ai faite, je vais regarder donc ce qui est associé à la phase B. Dans ma carte de départ, j'ai rien qui est associé à la phase B. Fait qu'on voit que je pourrais ces deux cartes-là, peut-être qu'il aurait pu avoir des discounts, il n'en a pas. C'est même possible que j'ai un leader qui va me donner des ressources dans la phase B s'il y avait un icône qui compléterait ici. Dans mon cas ici, on voit que je ne fais pas de ressources dans la phase B, je suis au début de la partie. Mais si plus tard dans le jeu, disons que j'avais acheté cette carte-là, celle-ci aurait été détruite et j'ai joué mes cartes comme ça, bien on voit ici que pour ma phase B, bien, je vais créer un cube
mauve. Et là, toutes les cartes vont donner. Fait que plus je vais avancer dans la partie, plus je vais créer un grand nombre de cubes. Fait qu'ici, par exemple, je vais créer 2 cubes mauves, un cube jaune. Et ici, je vais créer un autre cube mauve pour un total de 4 cubes. Les 10 cubes sont tout simplement placés sur les différentes zones à cubes, c'est-à-dire ces petits plateaux-ci. Fait que si je crée des cubes mauves, je vais aller les placer sur le plateau mauve. Si je crée des cubes bleus, je vais aller les placer sur le plateau bleu. Des cubes gris vont aller juste ici. Les cubes jaunes vont aller à cet endroit-là. Les cubes rouges vont aller sur la zone militaire. Fait qu'à chaque fois que je vois l'icône de carré, si j'active cette icône-là, ça m'indique d'aller placer un cube sur la zone correspondante. Dernière chose à dire sur la piste de cubes, dans mon exemple, disons que j'avais placé ça ici, fait que je placerai un cube sur la piste, sur la pile mauve. Je suis limité dans le nombre de cubes que je peux placer par ma piste de civilisation qui est dans le haut. On voit que mon cube de civilisation est vis-à-vis le 4, ce qui indique que je ne peux pas créer plus que 4 cubes. Si par exemple, au lieu d'avoir cette carte-ci, j'avais celle-ci, mais on voit que ça me permettrait de créer un total de 5 cubes. 3 mauves, un jaune et un brun, un gris, dis-je. Là, comme je ne pourrais pas faire ça parce que j'ai présentement une limite de 4 cubes que je peux placer, parmi ces options-là, je vais en choisir 4. Fait que peut-être que je déciderais d'en placer 2 dans la zone mauve, un dans la zone jaune, un dans la zone grise, et que celui-là, je l'oublierais parce que je ne peux pas atteindre cette limite-là. Si j'avais réussi à avancer ce cube-là de 1, ben là, on constate que je vais pouvoir maintenant placer 5 cubes à la fois si je réussis à en créer. Et, très important, ce n'est que les icônes qui sont associées à la lettre B qui vont produire pendant la phase B. Ce qui veut dire que si j'avais décidé plutôt de placer mes cartes comme ceci, ben lui, il va produire beaucoup de choses à la phase D, mais à la phase B, il ne produit rien. Il n'y a pas la lettre B ici. À la phase B, présentement, je ne produis qu'un cube mauve. Le cube qui est ici, lui, ne produit rien. Ces deux-là, ce côté-là ne compte pas. Je ne vais regarder que ce côté-là plus tard, pendant la phase D. On arrive maintenant à la phase C, qui est ma phase d'achat. J'ai 3 types d'achats que je peux faire. Je peux progresser sur la piste philosophie, je peux acheter des monuments, je peux acheter des leaders, me procurer des leaders. La différence entre les 3, c'est que les 2 derniers sont optionnels, celui-là est obligatoire. Si je peux progresser sur la piste de philosophie, je dois progresser sur la piste de philosophie. Ensuite, je décide si j'achète des leaders, je décide si j'achète des monuments. Je vous explique ça à l'instant. Commençons par la piste de philosophie. Comme je l'ai déjà dit, elle est obligatoire. La piste de philosophie, j'ai un coût ici à payer en philosophe pour pouvoir avancer sur la piste. Donc, dans mon cas, j'ai 2 cubes déjà de philosophe. J'arrive à la phase C, ça me coûte 2 cubes de philosophe pour avancer. Je suis donc obligé de le faire. Je vais avancer de 1 sur la piste de philosophie. Je vais dépenser mes 2 cubes que je ramène dans ma réserve personnelle. Une fois que j'avance, je vais révéler les 2 jetons qui y sont. On voit ici que j'ai un cercle avec un engrenage. J'ai un 2 points de victoire. J'en choisis un des 2. L'autre, je vais le laisser face cachée. Et celui que je choisis, je vais gagner sa récompense multipliée par le multiplicateur qui est juste au-dessus. Fait que dans ce cas-ci, 2 fois 1, je gagnerai 2 points de victoire. Je prends donc 2 points de victoire à la réserve personnelle et je les prends. Mon adversaire, disons que lui avait un cube vert, fait que lui, il n'est pas capable de progresser. Dans mon cas, même si j'avais, disons 4 ou même, pourquoi pas, 5 cubes bleus, bien, quand je vais commencer la phase C, je vais en dépenser 2 pour avancer, comme je viens de le faire. Je révèle les 2 jetons, je choisis le 2, je fais 2 points de victoire, et même s'il m'en reste assez pour progresser d'une case de plus, je ne le fais pas. Je ne peux avancer que d'une fois par tour de jeu. On voit ici qu'il va y avoir des points de victoire qui seront donnés en fin de partie, dépendamment où je me suis rendu. Si les 2 joueurs ont le nombre de cubes requis, les 2 joueurs vont avoir à dépenser leurs cubes, progresser en même temps. On va révéler les 2 récompenses en même temps. Et les 2 joueurs pourront choisir la récompense qu'ils souhaitent, toujours multipliée par le multiplicateur. On voit que le multiplicateur finit par monter quand on monte plus loin sur la piste. Si les 2 joueurs ne montent pas en même temps, comme c'était mon cas dans mon premier exemple, ben moi je vais monter. Et si dans un tour subséquent, l'autre joueur monte, ben il est obligé de prendre la récompense qui a déjà été affichée. Fait que je vais avoir eu le premier choix pour la récompense. Fait que ça, c'est le fonctionnement de la piste de philosophie. Ensuite, tout ce qui change, c'est que les coups vont changer. Fait que ça va me prendre 2 cubes, 3 cubes, 4 cubes et 5 cubes pour progresser. Éventuellement, les multiplicateurs montent. Fait que si je passe de là à là et que je choisis, par exemple, cette récompense-là, ben, elle est multipliée par 2. Ça va me permettre de placer, on l'aurait déjà compris,
2 cubes dans la partie monument. Alors qu'ici, il me fait progresser de 2 sur la piste de civilisation, la petite piste qui me donne ma limite de cubes par tour. Pour les achats de cartes, le principe est sensiblement le même. On se rappelle par contre que les achats sont optionnels, contrairement à la piste de philosophie qui est obligatoire. Fait que la façon que les achats vont fonctionner, disons qu'on se retrouve, on est dans cette situation-là. Fait que, comme on le veut, on va pouvoir aller faire une enchère, une mise plutôt sur une carte qui nous intéresse. C'est à ça que notre meeple va servir. Fait qu'on va commencer par les monuments. On va regarder est-ce qu'il y a un monument qui m'intéresse. Fait que moi, je vais dire, tiens, moi, par exemple, j'aimerais bien acheter ce monument. Là, il n'y a pas de cube à mon adversaire. Fait que je sais que je ne serai pas challenger. Disons que, pour faire un exemple clair, mon adversaire avait lui également 2 cubes. Et disons qu'il veut aller chercher la même carte que moi. Les deux, on va mettre notre meeple sur la carte. Et on va aller regarder sur notre plateau personnel. Mon adversaire est vert. Fait qu'on va regarder qui a la priorité. La carte est orange. Lui, il est 4e pour le orange. Moi, si je regarde sur mon plateau personnel, on voit que le orange, je suis 5e. Ce qui veut dire que c'est le vert qui va avoir priorité pour la carte. Donc, il va pouvoir prendre possession de la carte. La carte a un coût de 2. Je ne suis pas capable de la prendre, évidemment, pour faire un bon exemple. Fait que la carte va avoir un coût de 2. Donc, on va la mettre sur le côté. Il va avoir un effet instantané qui va gagner. Il va pouvoir placer ça dans sa zone de jeu. Il va récupérer son meeple. Il va dépenser ses 2 cubes. À ce moment-là, moi, j'ai 2 options. Soit je me réenligne sur une carte différente avec le même principe, ou si j'ai pas d'autres cartes qui m'intéressent, je ramène un meeple sur ma zone et on fait la même chose avec les leaders. Fait qu'on va regarder, disons que je veux ce leader-là et pourquoi pas mon adversaire le veut également. Sauf que cette fois-ci, on voit que moi je suis 2e pour le vert, mon adversaire est 5e pour le vert, fait que cette fois-ci c'est moi qui va prendre la carte en premier, ça va me coûter 2. Je vais pouvoir prendre possession de la carte que je vais mettre dans ma zone personnelle. Je suis encore pas capable de la prendre. Et mon adversaire va décider s'il veut se réaligner sur l'autre carte ou non. Je rappelle que les achats de leaders et de monuments sont optionnels. On n'est pas obligé, on peut décider de garder ses cubes parce qu'éventuellement, il va y avoir des cartes plus puissantes, mais plus chères, qui vont arriver en jeu. Pour résumer rapidement les effets, les monuments, la grande majorité des monuments vont me donner des points de victoire pour la fin de partie et vont me donner un effet instantané. On aura déjà compris que les carrés, ça va être des cubes que je vais pouvoir placer sur les différentes zones du plateau pour créer des nouvelles ressources qui vont me permettre d'acheter d'autres cartes plus tard. Et les monuments, on va les mettre au-dessus de son plateau de jeu. On a une zone pour le placer là, avec le petit icône de monument. Il va y avoir des majorités, des cartes, des différents pouvoirs qu'on va pouvoir mettre. Quand j'ai des petits cercles comme ça, ça va monter mes pistes à la place. Fait qu'on voit que j'ai un petit cercle bleu. Fait que comme j'ai acheté ce monument-là, ça fait monter ce cercle bleu-là. Les leaders vont fonctionner d'une façon un petit peu différente. Quand j'achète un leader, je vais aller le placer sur le centre de mon plateau de jeu. Le leader peut me donner des bonus dans la phase D, il peut me donner des bonus dans la phase B. Les leaders vont avoir un paquet d'effets différents. Ils peuvent avoir des effets instantanés, ils peuvent avoir des effets permanents qui vont me donner des pouvoirs. Et certains leaders, comme on le voit par exemple lui, quand il y a un cœur, ça indique que tant que le leader est vivant, je vais avoir ce pouvoir-là. Si j'achète un nouveau leader plus tard dans la partie, disons que j'achète ce leader-là, le leader que j'avais précédemment meurt et il est remplacé par un nouveau leader. Fait que lui, son pouvoir qui est dans le bas ici ne comptera plus parce qu'il n'a pas de cœur. Lui, son pouvoir maintenant va s'activer le premier. Et si plus tard je le remplace par quelqu'un d'autre, lui, je vais avoir le premier pouvoir. Et lui, ici, je vais quand même avoir le pouvoir du bas, étant donné qu'il y a une petite pierre tombale. Ça indique que quand il est dans ma zone de leader décédé, il y a quelque chose quand même qui s'active. Pour sinon, les leaders qui ont cette icône-là, ça veut tout simplement dire qu'il va m'aider à produire dans la phase B. Donc, dans la phase où je produis des cubes, lui, il va produire. Et les autres leaders, il y en a plusieurs qui ont aussi l'icône de l'autre côté, comme j'ai vu dans certains exemples, mais que je ne retrouve évidemment plus sur l'effet rapide que j'essaie de faire. Il y a des leaders qui ont des ressources qui vont produire dans la phase D, phase que je vais décrire dans quelques instants. Quand j'arrive dans la phase D, cette fois-ci, je vais progresser sur les différentes pistes qui sont à droite de mon plateau de jeu. Je vais donc aller voir quelle carte que j'ai placée à droite de mon plateau de jeu et je vais aller compter les icônes qui sont du côté droit. Cette fois-ci, le côté gauche est complètement ignoré sur toutes mes cartes et le côté droit,
Je m'intéresse juste à ces deux cartes-là. Fait que ces deux cartes-là ne produisent rien dans cette phase-là. J'ai la même restriction que j'avais dans la phase B pour les cubes, c'est-à-dire que je vais progresser sur les pistes en respectant la limite de ma piste de civilisation. J'ai présentement une limite de 5. Je produis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 icônes. Fait que je vais décider lesquelles de ces 7 icônes-là je vais progresser. Par exemple, je pourrais progresser de 1 sur lui. Pourquoi pas 2, 3, 4 et 5, tiens, sur celui-là. Et ça me donne donc mes ressources pour le tour en cours. Fait que la phase D n'est pas plus compliquée que ça. Je progresse sur les pistes en respectant la limite de ce qui est ici. Ce qui m'amène à la phase E dans laquelle je vais acheter une carte à tous les tours de jeu. Mon choix de carte il est juste ici. Le coût des cartes est fort simple. Il est imprimé directement sur mon plateau. 1 pour les cartes de niveau 1. 4 pour les cartes de niveau 2, 7 les cartes de niveau 3, 10 les cartes de niveau 4. Fait que donc 1, 4, 7, 10, c'est imprimé également sur les cartes. Je dois dépenser la ressource de la colonne appropriée. Fait que disons par exemple, si on voit que j'ai comme pas mal de orange, peut-être que je vais attendre pour le garder pour plus tard. Je veux acheter une carte de philosophie. Je vais donc payer 1 de philosophie et je vais pouvoir acheter la carte d'une philosophie de niveau 1. À chaque fois qu'on achète une carte, on gagne le bonus qui est imprimé directement à côté de la carte. Fait qu'en achetant la carte de niveau 1, je gagne un carré bleu. On se rappelle que le carré bleu, ça me permet d'aller prendre un cube et de le placer sur le plateau bleu, comme ça ici. Ça va me faire un philosophe qui, plus tard, va me permettre de progresser sur la piste de philosophie. Une fois que j'ai placé cette carte-là, je vais la mettre sur mon plateau de jeu. J'ai une petite zone comme ça sur le coin de mon plateau pour me rappeler la carte que j'ai achetée. Je n'oublie pas de dépenser ma ressource. Et plus tard dans la partie, si j'avais eu par exemple cette zone-là, j'aurais pu dépenser cette ressource rouge pour acheter à la place cette carte-là, l'aviation que j'aurais été placée sur ma zone. On aurait vu que j'ai fait un cube comme ça ici. J'ai progressé de 3 sur la piste militaire. Fait que mon meeple y a avancé de 3. Et j'ai également fait un cube dans la zone de monument en prenant ça. Fait qu'on voit que tous les bonus sont différents sur les cases. Ici, je vais avoir beaucoup de bonus qui vont me faire progresser sur la piste de civilisation. Ici, je vais avoir beaucoup de cartes qui vont me donner des sages et ils font progresser de façon un peu variée sur un peu n'importe quoi. Ici, ils font progresser beaucoup sur la piste philosophie, la piste monument et la piste militaire. Et la dernière phase ne se déclenche qu'à partir du tour 3. Fait que dans les tours 1 et 2, une fois qu'on a acheté notre carte, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait progresser le marqueur au tour suivant, on dévoile les nouvelles cartes et sur notre plateau personnel, on va reprendre nos 5 cartes en main. Fait qu'on va prendre les 4 cartes qu'on a jouées au tour précédent. On va rajouter à ça la carte qu'on a achetée. On va décider comment on réaligne nos 5 cartes en se rappelant qu'on en détruit une à tous les tours de jeu et on va placer les 4 autres comme ça nous tente de les placer. Fait que peut-être que là, je les placerai comme ça pour le tour suivant. Et on reprend toutes les phases comme je viens de les décrire. Mais à partir du tour 3, on va commencer à la fin, avant de faire notre phase pour reprendre ses cartes, dévoiler les cartes du tour suivant, on va faire les phases objectifs. Fait qu'à tous les tours impairs, on va avoir à réaliser un objectif jaune et à tous les tours pairs, on va avoir à réaliser un objectif rouge. Fait qu'expliquons-les les deux clairement. Donc, quand on arrive à la fin d'un tour impair, comme je l'ai dit, on va avoir à résoudre la carte événement du tour en cours. Fait que généralement, dans la carte événement, il va y avoir un effet qui peut se déclencher jusqu'à la fin de la partie, qui peut être instantané, etc. Dans ce cas-ci, on va me dire, une fois qu'on arrive à cet événement-là, si je n'ai pas de carte verte présentement dans ma zone de jeu, fait que quand je parle de carte verte, donc on fait tout simplement référence à la couleur des cartes que je vais avoir achetées depuis le début de la partie. Si j'en ai pas, je fais immédiatement 4 points de victoire. Si j'en ai, par contre, à la place, je vais regarder ce qui est dans le bas. Fait qu'ici, on va déclencher ce qu'on appelle des points d'histoire. Fait que je vais compter le nombre de cartes vertes que j'ai au total, incluant mes leaders, mes monuments, les cartes que j'ai achetées. Je vais additionner tous les sages que je vais avoir placés si j'en ai. Les sages, ce sont les cubes que je vais avoir placés dans l'espèce de réservoir jaune. Dans ce cas-ci, j'en ai un. Je précise que je suis obligé de tous les utiliser, peu importe le résultat. Fait que si j'en avais 3, mais je préférais en garder pour la prochaine phase objectif, je ne peux pas. Je dois les dépenser les 3. Fait que dans ma zone présentement, disons que je fais un exemple, on voit que j'ai 3 cubes sages. J'ai dans ma zone de jeu
3 cartes vertes, ça me fait un total de 6. Ça va donc me donner 6 points d'histoire pour la carte. Fait que les points d'histoire, je les transforme en points de victoire instantanés. Je vais donc me prendre 6 points de victoire que je vais rajouter à ma réserve personnelle. Tous les joueurs font la même chose, c'est en simultané. Je vais prendre le nombre de points d'histoire que j'ai fait, c'est-à-dire 6. Je le divise en 2, donc 3. Et je progresse de 3 sur la piste. Je pense que c'est la piste culturelle. Fait que cette piste-là ici, je monte de 3. Ça va me permettre d'acheter une carte de niveau 4 au prochain tour. Et les cartes événements jaunes fonctionnent tout simplement comme ça. Fait qu'ils ont tout un pouvoir comme ça. Fait que si j'ai un éclair, je vais pouvoir monter une piste. Tout le monde va pouvoir monter des pistes de 3. Je pense que ça veut dire en dépensant des ressources de mon choix ou des ressources jaunes pour pouvoir monter une piste de mon choix. Ensuite, j'additionne mes cartes jaunes plus mes sages, ça me donne mes points d'histoire, je les divise par 2, je monte de 3, pas nécessairement de 3, mais du quotient. Sur la piste, je pense que c'est la piste technique, qui est la piste brune, et toutes les cartes histoire vont fonctionner comme ça. Des fois, ça va me donner un rabais sur des cartes qui vont venir plus tard. Des fois, ça va donner des points de victoire pur. Fait qu'il y a un paquet d'effets différents, mais il y a toujours un effet X. Et ensuite, on additionne un type de carte avec mes sages, donne des points de victoire, je divise les points de victoire, puis ça me fait monter sur des pistes ou ça me donne un bonus quelconque. Les sages, donc, à chaque phase événement jaune, les sages sont tous défaussés de tous les joueurs et ramenés à la réserve et sont transformés en points de victoire. Quand on est plutôt à la fin d'un tour où il y a un conflit militaire, on va résoudre les cartes rouges qu'on va avoir au tour 4, 6, 8 ainsi qu'au dernier tour de jeu. Les cartes militaires, ce sont dans le fond des espèces de majorité. Fait qu'on va tout simplement regarder qui présentement a le lead dans la phase militaire en tenant compte toujours du pion qui est neutre, qui est dans toutes les parties, peu importe le nombre de joueurs. Fait que ce qu'on va faire pour compter notre force, on va avoir une force permanente qui est représentée par les explosions. Fait qu'à chaque fois qu'on gagne une icône d'explosion, comme moi j'avais dans ma phase initiale, ou comme on va avoir quand on achète des cartes rouges, là on va gagner beaucoup d'explosions comme ça. À chaque fois qu'on gagne une explosion, on progresse de façon permanente sur la piste militaire. Fait que moi j'ai un 1 permanent, mon adversaire il n'y en a pas du tout. Ensuite, on va dépenser tous les cubes qu'on va avoir ramassés. Encore une fois, on est obligé de tous les dépenser. Et chaque cube va me donner une puissance temporaire de 2. Fait que ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement placer le cube sur ma zone finale. Fait que moi j'avais un permanent de 1, j'avais un cube, donc j'arrive à 3. Mon adversaire, il n'y a pas de permanent, mais il y a 2 cubes. Fait que lui, donc, il arrive à 4. Et son autre cube, il va tout simplement le remettre dans sa réserve. Ensuite, on va regarder la carte et on va regarder. Celui qui est premier, ben, il va gagner les 2 bonus, donc il va progresser sur 2 pistes et il va faire 3 points de victoire. Je suis deuxième, je vais donc progresser sur l'une des 2 pistes et je vais faire 2 points de victoire. Le neutre, on s'en fout. Mais si ça avait terminé, par exemple, comme ça, ben, le neutre aurait eu la 2e place. Fait que moi, j'aurais juste fait 1 point de victoire puis j'aurais progressé de 1 sur une piste. Quand ça s'est fait, les cubes sont tous défaussés. Peu importe, comme j'ai dit, on n'a pas le droit de les garder pour la phase de combat suivante. Nos meeples vont rester en place, mais on enlève les cubes temporaires, ce qui veut dire que moi, je pars quand même avec un petit avantage de 1 pour la prochaine guerre. Et pour connaître la valeur de la prochaine guerre, ben on va regarder la prochaine guerre militaire. Mon meeple neutre va donc commencer à 5, puis ensuite pour la 3e guerre, il va commencer à 8. Et on voit même que pour la dernière guerre, il va commencer directement à 14, ce qui est quand même assez haut. Et c'est tout. Tu fais ça 9 fois. Fait que les 2 premiers tours de jeu, on révèle des nouvelles cartes monument leader, on place nos 5 cartes, on fait les ressources de gauche, on progresse sur la piste philosophie si on peut. On fait les enchères pour les monuments, les enchères pour les leaders. On progresse sur les pistes de droite. On achète une nouvelle carte. On saute cette phase-là à la phase 1. On recommence phase 2. À partir de la phase 3, on fait toute la même chose, mais on résout l'objectif jaune. Phase 4, l'objectif rouge. On continue comme ça. Et au tour 9, on va résoudre les 2 objectifs. Il y a 2 objectifs à la fin qui ont le chiffre 9. Fait qu'on les fait dans l'ordre. On commence par le jaune, puis ensuite on fait le rouge. Ils fonctionnent exactement de la même façon que les autres. Et à la fin du 9e tour de jeu, ben, on fait un décompte de points de victoire. Fait qu'après le 9e tour de jeu, tu prends ton petit pad comme ça, tu comptes tes points. Fait qu'est-ce qu'on a comme points? Premièrement, on va avoir les cartes technologie. Fait que les cartes technologie, c'est ces cartes-là. Fait que toutes les cartes que tu as eues dans la partie, que tu as présentement en main, incluant toutes celles que tu as détruites,
tu additionnes le résultat. J'échappe donc bien beaucoup de cartes aujourd'hui. Fait que tu additionnes le résultat des points de victoire qui sont en bas à gauche. Ensuite, tu regardes sur ta piste de civilisation. Fait que tu regardes sur cette piste-là ici. Si tu t'es rendu dans la dernière case, ça va te donner des points de victoire. Tu vas aller regarder tes leaders, tes monuments. Fait que leaders et monuments peuvent avoir parfois des points de victoire qui sont inscrits en bas à gauche. Évidemment, tu t'en douteras, plus on avance loin dans les leaders de niveau 2, 3, plus ils vont valoir de points. Et parfois, ils vont valoir un certain nombre de points en fonction du nombre de cartes que tu as ou en fonction d'un type de monument, etc. que tu peux avoir. Fait que tu fais le décompte de ça. Tu ajoutes les points de victoire que tu as ramassés pendant la partie. Donc, les jetons. Et finalement, tu fais le total de ce qui te reste comme cube placé sur les différents endroits du plateau. Fait que tu fais un tour. Fait que là, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8. Je pourrais en avoir ailleurs. Je fais tout ça divisé en deux. J'additionne le total. Celui qui en a le plus l'emporte. Et juste pour toi, la flèche, je te montre ce passage-là. Je le sais que tu aimes ça beaucoup. En cas d'égalité, les joueurs se partagent la victoire. Alors voilà, c'était les règles de Path of Civilization. Donc, commençons avec les composantes. Je vais garder le point le plus controversé pour la fin. Fait qu'on va y aller avec les composantes sur le plateau en tant que tel. Les cartes sont assez génériques, on va dire. C'est un point sur lequel je vais revenir parce qu'il y a un détail particulier avec le visuel du jeu. Mais au niveau de la qualité, là, les cartes, ça fonctionne quand même bien. C'est pas une extraordinaire qualité, mais ça va quand même faire le travail. C'est pas un jeu que tu brasses tant les cartes, fait que c'est correct. Plateau Meeple, l'iconographie est super claire par contre, il n'y a pas énormément d'icônes différents, mais le jeu est bien pensé au niveau de l'iconographie et on te résume quand même, il y a des choses pratiques, l'aide de tour de jeu, il est pratiquement résumé sur ton plateau de jeu aussi, toutes les phases, là, tu les as sur ton plateau, qu'est-ce que tu fais, dans quel ordre, qu'est-ce que tu produis comme ressources, ça c'est clair, fait que une fois que tu comprends l'iconographie, puis elle prend vraiment 3-4 minutes à comprendre, ça se passe super bien. C'est assez générique d'avoir des philosophes qui sont des cubes sur un plateau, puis des... je sais même pas, les leaders, je me rappelle même plus comment ils s'appellent, les cubes quand tu mets là-dessus. Pour les monuments, tes cubes deviennent des architectes, là-dessus ça devient des sages, évidemment les rouges ça devient des soldats, les mauves ça devient des artistes, des mécènes, je me rappelle plus. Fait que c'est assez générique, par contre ça fonctionne bien. Tu vois rapidement qui peut acheter où, c'est facile de compter qui est dans le lead militaire, etc. Ça marche super bien. Je déteste les socles, là. C'est vraiment une idée de boîte parce qu'à chaque fois que tu les places là-dessus, ça tombe de partout. Ça fait un effet visuel qui est intéressant, l'espèce de demi-cercle en avant avec les tours de jeu. Mais dès que tu accroches ça tombe sur le côté. J'ai ça pour mourir. Fait que généralement, je les utilise pas. Je place les cartes là, à plat sur la table. C'est plus facile de s'y retrouver. Mais bon, c'est quand même assez mineur. Et pour les fans, là, je précise que ça, c'était tous des petits collants à mettre. Là, c'est vraiment gossant. Fait que ça, c'est pas une composante pour laquelle j'ai trippé. À savoir aussi, mine de rien, là, pour ceux qui aiment pas ça, là, ça c'est quand même tout à monter. Là, c'est tous des collants que tu places toi-même. Que je suis pas bon là-dedans. Fait qu'ils sont placés tout croche. Mais bon, fait que au niveau des composantes, il y a ça. La dernière affaire que je dois dire au niveau des composantes, il y a une affaire que je voulais dire avant. Il y a quand même énormément de cartes. Tu sais, tu joues 4 cartes d'objectifs par partie. Jaune et 4 cartes rouges, mais tu as tout ça de cartes objectifs jaunes pour le jeu, fait que tu n'auras jamais les mêmes objectifs. Ça te crée quand même de la variété, là, j'en parlerai un petit peu plus dans la mise dans le gameplay en tant que tel, mais ça te crée quand même une certaine variété, ça c'est intéressant pour les composants. Finalement, le visuel, c'est un jeu qui avait fait parler de lui quand c'était sorti parce que c'est un visuel qui a été fait, si je me fie au livret d'instruction, assisté avec de l'intelligence artificielle. Fait que ça donne quelque chose d'assez générique comme image. En toute honnêteté, les autres jeux de civilisation que j'ai, l'image est quand même assez générique, même si c'est quelqu'un qui l'a fait. Fait que t'as quand même les classiques là, avec des temples, des gens célèbres, puis des pyramides, puis des colisées, puis des statues, puis des châteaux en arrière. C'est pas quelque chose qui est frappant pendant que tu y joues. Il y a le côté moral et éthique si on commence à couper le travail des artistes qui travaillent sur le jeu pour les remplacer par l'intelligence artificielle. Je suis moins sûr que j'aime ça. Par contre, dans le livre de règles, ça précise que l'intelligence artificielle aurait été utilisée pour lancer quelques idées, puis ensuite que ça aurait été travaillé avec une équipe de designers, mais tu auras constaté qu'il n'y a pas de nom de designer sur la boîte, ce que habituellement tu trouves, pas toujours, mais quand même. Donc, ça, je ne serai pas sur cet aspect-là. Fait que c'est quelque chose qui dérange, tu le sauras. Et maintenant, on va plonger dans le gameplay.
Donc, pour le gameplay, est-ce que c'est un jeu que j'ai aimé ou non? La réponse est oui. Tu m'entends hésiter. C'est un jeu qui m'a donné une drôle d'impression. Ça fait quelques parties que je joue maintenant, pas tout à fait 30 à 10, mais quand même. J'ai joué à 2, à 3, à 4. J'ai fait jouer d'autres groupes aussi. Fait que c'est un jeu que je trouve, les mécaniques sont super le fun. J'aime jouer les 4 cartes, produire tes ressources, acheter ta nouvelle carte, choisir, essayer de voir les cubes où tu t'en vas, qu'est-ce que tu vas placer, etc. J'aime voir d'avance, là, essayer de planifier mes tours parce que tu vois tous les objectifs dès le début de la partie. Fait que tu sais que tu vas m'aligner sur des cartes jaunes ou brunes ou vertes, etc. Par contre, c'est un jeu qui n'a pas de oomph. T'as pas un tour nucléaire, c'est pas un jeu que tu vas progresser, c'est un jeu que tu progresses là, une courbe. Tout le monde est à peu près la même courbe. Pendant la partie, on produit une ressource au début, le premier tour de jeu, le deuxième tour de jeu, t'en produis 2, le troisième, t'en produis 4, après t'en produis 6. C'est une production très, très, très linéaire, une progression, dis-je, très, très, très linéaire. Là, ça fait plusieurs parties que je joue, fait qu'il y a des débuts de partie que j'aime davantage que d'autres, parce que mécaniquement, ton premier tour de jeu, tu produis forcément juste une ressource sur 2 pistes. Donc, tu vas pouvoir acheter juste une carte au premier tour de jeu. C'est sûr que tu achètes une carte de niveau 1 au premier tour de jeu, tu n'as pas le choix. Tu as un choix juste de 5 cartes. Fait que je veux te monter sur la piste de civilisation, sur la piste militaire, etc. Ça va teinter le reste de ta partie. J'ai trouvé que le bassin de 20 cartes pour acheter tout au long de la partie, puis quand je parle des 20 cartes, je parle pas des cartes leader ou monument, je parle de tes cartes technologie, là, les espèces de trade cartes comme ça. Je trouve que c'est pas beaucoup. Fait que la mécanique est super le fun, mais j'ai vraiment une grande inquiétude pour la longévité du jeu. Tu sais, j'aime pas toujours ça parler de la rejouabilité d'un jeu, mais dans ce cas-ci, ça fait quelques parties que je joue, puis je trouve déjà que je commence à avoir fait le tour du jeu. Fait que les mécaniques sont fort agréables, c'est très intéressant. J'aime comment il se joue, puis je dirais pas non à une partie, mais je suis à peu près sûr que dans un an, ce jeu-là, il est plus dans ma collection. Parce que même si je trouve le fun, il y a quelque chose de répétitif, de très répétitif d'une partie à l'autre. Fait que qu'est-ce qui va amener de la variété? Ben, j'aurai pas les mêmes leaders, les mêmes monuments d'une game à l'autre. En même temps, j'ai pas les mêmes monuments, mais au lieu d'avoir le monument qui me permet d'avancer de 1 sur la piste rouge puis de 1 sur la piste bleue, ben, je vais avoir celui qui avance de 1 sur la piste verte, de 1 sur la piste grise. Fait qu'ils ont sensiblement les pouvoirs qui se ressemblent beaucoup, sans être exactement pareil. Fait que t'as pas l'impression d'avoir une si grande variété que ça, même en changeant les leaders de la même façon pour les cartes objectifs. Oui, t'as une grosse pile de cartes, c'est ça que je te disais tantôt, j'ai une grosse pile de cartes de niveau 3, mais ils font toutes quelque chose comme additionne tes jaunes plus tes sages, puis regarde combien ça te donne de points, divise 102, puis ça te fait monter sur la piste brune. L'autre, c'est additionne tes sages plus tes vertes, divise 102, ça te donne des points de victoire, divise 102, puis monte sur la piste bleue. Fait qu'ils ont tous quelque chose qui se ressemble beaucoup, même si t'en as beaucoup, t'as pas l'impression qu'il y a tant de variété que ça. Fait que c'est un jeu sur lequel j'ai une impression qui est mitigée. Il est-tu le fun? Super le fun. Quand je le sors en soirée d'animation, s'il est dans ma collection, ça va être encore pour ça. Il s'explique bien dans des soirées d'animation. Il est pas super long à jouer. Il y a l'avantage chez la mode, là, depuis 1 an ou 2, il y a l'avantage d'être en simultané. Tout le monde joue en même temps. Donc, tu fais tes affaires, tu avances, ok, j'ai fini, on avance à l'autre phase, etc. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime. Par contre, sache que toi, si tu es un amateur d'interaction dans ce jeu-là, t'en as pas. Zéro une barre. Zéro. Peut-être pas plus une barre, mais zéro interaction. La seule interaction que tu as, c'est quand tu arrives pour acheter une carte de leader. Tu fais, moi, juste cette carte-là, puis là, quelqu'un la veut en même temps que toi. Puis là, on va regarder qui est prioritaire sur ta piste de couleur dans le haut du plateau pour savoir qui va avoir la carte. Fait que même si c'est un jeu de civilisation, il n'y a pas de combat entre les joueurs, il n'y a pas d'interaction entre les joueurs, on se bloque pas rien. Si les deux, on va aller acheter la carte aviation, on va l'acheter les deux si on a des ressources, il n'y a absolument aucun problème. Fait qu'on se pile un petit peu sur les pieds sur les leaders puis les monuments, mais c'est tout. Puis la piste de philosophie, si tu avances en premier, tout ce que tu fais, c'est que tu choisis le bonus, mais je vais aller chercher le même bonus quand je vais avancer sur la piste après toi. Fait que c'est ce que j'appelle un multiplayer solitaire. Tu fais tes affaires complètement tout seul de ton côté, ça dure pas long, c'est fort agréable, mais tu fais tes affaires. Tu jases pas avec les autres, t'arrives à la fin, puis j'ai fait 80, t'as fait 72, t'as fait belle game, t'as gagné, bravo. C'est pas mal tout. Fait que qu'est-ce que j'en pense? Mettons que j'essaie de faire quelque chose de raisonné, parce que j'ai l'impression que je dis n'importe quoi depuis 10 minutes. Les mécaniques sont intéressantes. Le gameplay du jeu,
il est le fun. Fait que la façon dont tu gères ta main de cartes, laquelle de mes 5 cartes je vais détruire pour garder les autres, quelle carte je vais acheter à la fin du tour, comment je vais placer mes cubes pour me positionner de façon avantageuse pour avoir les cartes que je veux en termes de leader, de monument. Super agréable. C'est le fun, le cœur du jeu. Les aides de jeu, le tour de jeu, c'est simple, ça s'explique rapidement. La partie est relativement courte. À 2, c'est même pas 1 heure, c'est réglé. À 4, 1h20, 1h30 peut-être, là, des gens qui sont, puis si t'es un peu habitué, 1h15, c'est réglé aussi, parce que c'est simultané, fait que c'est pas de temps plus long. Là. C'est juste que la phase leader monument est peut-être un peu plus longue parce que les joueurs vont un peu splitter ses pieds. Fait que les objectifs de fin de tour, la majorité pour les combats, tout intéressant comment ça fonctionne. Au niveau de ses défauts, c'est à force d'y jouer. T'as l'impression qu'il s'essouffle d'une game à l'autre. T'as pas un tour. Tu sais, des fois dans les euros, j'aime ça quand t'arrives à un tour, puis là tu réussis à faire un combo de 3-4 coups, puis sortir un tour nucléaire où tu vas faire 6 points, chercher 4 cubes, ramasser 2 cartes. Tu fais un tour très efficace. Lui, il est toujours neutre. T'es toujours sur le même ton. T'achètes une carte à tous les tours, t'achètes un monument aux 2-3 tours, à peu près un leader à tous les 2 tours. C'est toujours très linéaire ton affaire. Fait que ça se peut que ça déplaise à certains. C'est un jeu qui n'a pas de confrontation, pas d'interaction, aucune. Même les combats militaires, c'est je suis premier, t'es deuxième, l'autre est troisième, on fait tant de points, puis tu finis souvent par laisser le pion neutre en arrière, surtout dans les parties à 2. Donc voilà. Fait que j'espère que toi, ça va t'avoir permis de te faire une idée. Fait que c'est un jeu que j'aime bien. Qu'est-ce que je vais le garder sur le long terme? Je ne penserais pas. Ça ne veut pas du tout être une critique négative. Il y a quand même des super belles choses dans le jeu. Mais s'il n'y a pas une extension qui vient ajouter de la profondeur puis un petit niveau d'interaction, je pense pas que c'est quelque chose qui va rester dans ma collection. Mais il y a quand même des belles qualités à l'intérieur. Fait que si cet auteur-là sort d'autres choses éventuellement, je serais curieux de voir s'il y a réussi à progresser pour aller vers quelque chose que je trouve plus intéressant sur le long terme. Je trouve intéressant, peut-être plus à court terme. D'après moi, rendu à 10-12 parties, je vais commencer à penser à faire de la place. Là, surtout comme tu peux le constater, j'ai besoin de ça, de la place. Fait que voilà. Fait que moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée, en espérant que ça a pu te clarifier sur ce qu'était Path of Civilization. Tu me diras si tu étais d'accord ou non. Il y en a beaucoup qui l'ont aimé, avec raison. Il y a plein de belles qualités. Donc, avant de te souhaiter une bonne fin de journée, je vais quand même t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. À venir nous visiter sur Instagram, sur Facebook et pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon si tu souhaites que l'on continue à te fournir du matériel que l'on espérera toujours être d'excellente qualité. Sur ce, ciao. À la prochaine. Fais attention à toi.